14 mars 1943, Atlantique Nord, à 380 milles au sud-ouest de l'Islande. L'équipage du HMS Starling, une frégate britannique de classe River, vit le visage de l'opérateur sonar pâlir. Contact au relèvement 270C, distance 1200 yards, déplacement rapide, signature multiple. Le commandant Frederick Walker s'avança vers la table de situation, tandis que ses opérateurs marquaient 3 contacts sous-marins distincts. Une meute de loups chassant de manière coordonnée l'innovation tactique qui, à elle seule, avait envoyé plus de 500 navires marchands, alliés par le fond, au cours des 6 derniers mois. Ces destroyers poursuivaient des contacts depuis 11 heures, sans autre résultat qu'un océan vide et des soutes à charge de profondeur épuisées. Puis quelque chose d'impossible apparut sur le graphique de surface. Monsieur confirmation visuelle. Objets à la surface, au relèvement 285. Ce sont des déchets alimentaires, monsieur. Du pain, des épluchures de légumes. La voix du veilleur trahissait la confusion. Des déchets frais. La main de Walker se figea au-dessus de la carte. Aucun sous-marin ne jetterait des déchets de Cambuse alors qu'il était traqué. La procédure opérationnelle était absolue. Silence total éliminait toute trace. Chaque commandant de U-boot savait que des débris signifiaient détection. Cela n'avait aucun sens tactique, à moins que ce ne soit pas des déchets du tout. Les yeux de Walker passèrent des débris flottants, au contact sonar qui venait soudainement de s'immobiliser. Les U-boots avaient cessé leur manœuvre d'évasion. Ils tenaient leur position juste au-delà de la portée des charges de profondeur, attendant que les navires britanniques poursuivent des échos fantômes pendant qu'ils alignaient leur solution de tir de torpille. Ce que Walker découvrirait dans les 40 minutes suivantes, et ce qu'un cuisinier non conventionnel, à bord d'un sous-marin à l'autre bout de l'Atlantique, avait déjà démontré allait révolutionner la lutte anti-sous-marine et transformer les chasseurs en proie. Ce qui rendait la situation particulièrement exaspérante, c'est que les Alliés avaient rebrisé les codes Enigma allemands. Ils pouvaient lire le trafic des U-boots cartographiés, les zones de patrouille, et détourner les convois pour éviter les meutes. Mais le combat tactique, le moment où les destroyers britanniques entraient réellement en contact avec les sous-marins allemands, se jouait encore au sonar aux charges de profondeur et au pur hasard. Pendant 11 mois, les groupes d'escorte avaient expérimenté de nouvelles tactiques, de nouveaux schémas de charge de profondeur, de nouvelles méthodes de recherche sonar. Rien n'avait fondamentalement changé les mathématiques de la chasse. Puis apparut une variable inattendue. Elle ne venait ni des écoles tactiques de l'amirauté, ni des laboratoires de recherche navale britanniques, mais de la cambuse de l'USS Barbe, un sous-marin américain opérant à 6000 milles de là dans le Pacifique. Les commandants de U-boot allemands avaient toutes les raisons d'être confiants. En mars 1943, ils opéraient presque en toute impunité sur de vastes étendues de l'Atlantique. Le corvettaine-capitaine Reinhard Hardegen, commandant de l'U-123, avait personnellement coulé 22 navires totalisant plus de 115 000 tonnes. Son évaluation partagée par la plupart des as, des U-boots, était consignée dans les rapports de patrouille d'après-mission. Les escortes britanniques sont prévisibles. Elles suivent rigidement la doctrine. Une fois que nous comprenons leur schéma de recherche, l'évasion devient routinière. Le manuel tactique allemand pour les opérations des U-boots, le U-boot-Fahrer-Handbuch, insistait sur cette faiblesse. Les escortes alliées réagiraient à un contact sonar, enfonçant directement vers la position détectée, larguant des charges de profondeur selon des schémas prédéfinis, soit une formation en losange, soit un dispositif en échelle s'étendant sur 300 yards.
Le manuel ordonnait au commandant de plonger à 400 pieds, de virer de 90 degrés par rapport à leur cap initial et de naviguer en silence pendant 20 minutes. Lorsque l'escorte revenait pour un nouveau balayage sonar, le U-boot se trouvait déjà à plus d'1 mille de la zone de recherche. Ce que les Allemands ne comprenaient pas, c'est que leur propre discipline tactique créait des schémas détectables. Tous suivaient des protocoles d'évasion similaires parce que ces protocoles fonctionnèrent. Plonger profond, virer perpendiculairement, réduire le bruit au minimum, attendre que les escortes s'éloignent. C'était efficace, éprouvé et enseigné à l'école de formation des U-boots de Danzig. Pour les commandants d'escorte britanniques, le problème n'était ni le manque de compétences, ni le manque de courage, c'était le manque d'information. Le capitaine Walker avait personnellement dirigé des attaques contre 27 contacts zonars au cours des 4 mois précédents. Il n'avait confirmé que 3 destructions de U-boot. Les 24 autres avaient simplement disparu dans les profondeurs de l'Atlantique, leurs commandants exécutant des manœuvres d'évasion conformes au manuel, pendant que les frégates de Walker gaspillaient leur charge de profondeur sur de l'eau vide. L'amirauté avait tout essayé. Elle développa des charges de profondeur à plongée plus profonde, capables d'atteindre 500 pieds. Elle expérimenta des armes à projection vers l'avant, comme le Hedgehog qui lançait 24 bombes à détonation par contact en motif circulaire. Elle entraîna les groupes d'escorte à travailler en équipe coordonnée, un navire maintenant le contact sonar, pendant que d'autres attaquaient depuis différents relèvements. Rien de tout cela ne réglait le problème fondamental. Les sous-marins devenaient presque invisibles une fois immergés, et l'océan était d'une immensité inconcevable. Un commandant de U-boot doté de sang-froid et de discipline pouvait échapper à n'importe quel nombre de navires de surface simplement en plongeant profond et en restant silencieux. La doctrine britannique de lutte anti-sous-marine supposait que les U-boots agissaient de manière rationnelle, que leurs commandants privilégiaient la survie à l'agression une fois détectés. Ils interrompraient leurs attaques, plongeraient profondément et s'échapperaient plutôt que de risquer la destruction. Cette hypothèse avait du sens sur le plan tactique. Un sous-marin représentait un investissement de 30 millions de Reichsmarks et un équipage de 44 hommes hautement entraînés. Aucun commandant ne sacrifierait un tel atout inutilement. Mais cette hypothèse passait à côté de quelque chose d'essentiel dans la guerre sous-marine. Quelque chose qui ne deviendrait clair que lorsqu'un cuisinier américain, à l'autre bout du monde, commencerait à faire quelque chose qui semblait totalement insensé. Puis surgirait une innovation tactique si simple, si contre-intuitive, qu'il faudrait des mois aux officiers du renseignement pour croire qu'elle était réelle. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez de la lutte anti-sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de tactiques sous-marines non conventionnelles et si vous appréciez ces plongées approfondies dans l'histoire navale qui a changé le cours de la bataille de l'Atlantique. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Ces récits demandent des recherches sérieuses pour en restituer correctement les détails techniques, et savoir que vous êtes là rend tout cela pleinement worthwhile. L'innovation ne vint ni d'un officier tactique, ni d'un commandant de sous-marin chevronné. Elle vint du quartier-maître torpilleur de première classe, Arman Swisher, affecté aux cuisines de l'USS Barb, comme punition pour avoir joué de l'argent. Swisher détestait cuisiner, mais il observait les schémas. Le Barb traquait des convois japonais dans le Pacifique
Mais le problème tactique était identique à celui auquel faisaient de face les escortes britanniques dans l'Atlantique. Des navires ennemis apparaissaient au sonar. Le sous-marin manœuvrait pour se placer en position d'attaque, et au moment où le capitaine Eugene Fluckey donnait l'ordre de tirer les cibles, changeait de cap. Elle suivait d'une manière ou d'une autre la position du barbe, même lorsque le sous-marin naviguait en silence à la profondeur du périscope. Swisher remarqua quelque chose que les officiers avaient manqué. Chaque fois que le cuisinier évacuait des déchets alimentaires par-dessus bord via le système d'évacuation des ordures, le TDU Trash Disposal Unit, les escorteurs ennemis modifiaient leur route dans les 20 minutes suivantes. Pas en direction du barbe, mais à l'opposé de la dernière position connue du sous-marin, comme s'il lisait le champ de débris et calculait où le sous-marin allait se diriger ensuite. Il en informa Fluckey le 9 mars 1943. « Capitaine, je crois qu'ils suivent nos déchets. » Le premier réflexe de Fluckey fut le scepticisme. Le TDU éjectait les déchets en profondeur grâce à un sas pressurisé. Les débris coulaient ou se dispersaient. Il semblait impossible que des navires de surface puissent suivre des restes de nourriture éparpillés sur des kilomètres d'océan. Mais Fluckey était le genre de commandant qui écoutait son équipage. Il ordonna une expérience. Pendant les 3 jours suivants, le barbe mena des approches simulées contre des cargos américains lors d'exercices d'entraînement au sud de Pearl Harbor. Swisher évacuait les déchets à des horaires précis 06h00, 12h00 et 18h00 par le TDU, tandis que le sous-marin manœuvrait à la profondeur du périscope. Les résultats furent stupéfiants. Les débris flottants créaient une traînée visible depuis des avions volants à 5000 pieds d'altitude. Les miettes de pain restaient à flot pendant 40 minutes. Les épluchures de légumes s'étalaient en éventail, indiquant le cap et la vitesse approximative du sous-marin. Plus crucial encore, le motif des débris révélait le moment précis où les déchets avaient été évacués, et donc quand le sous-marin se trouvait à la profondeur du périscope plutôt qu'en plongée profonde. Fluckey comprit immédiatement les implications. Si les déchets révélaient la position d'un sous-marin, alors les déchets pouvaient aussi servir à tromper. L'USS Barbe était un sous-marin de flotte de classe Gâteau long de 312 pieds, déplaçant 2424 tonnes en plongée et capable de descendre à 400 pieds. Il emportait 24 torpilles et un canon de pont de 5 pouces. Ce qui le rendait mortel, ce n'était pas son armement, mais la volonté de Fluckey d'expérimenter des tactiques non conventionnelles. Le 19 mars 1943, le Barbe rencontra un convoi japonais de 4 navires à 200 milles à l'est de Formose, escorté par 2 destroyers de classe Matsu. La doctrine standard prescrivait une approche en plongée, le tir d'une salve de torpilles à 1500 yards, puis une plongée profonde pour échapper à la contre-attaque. Les destroyers étaient équipés de charges de profondeur et exécuteraient une recherche systématique autour du point d'attaque. Fluckey ordonna autre chose. À 05h30, le Barbe s'approcha du convoi à la profondeur du périscope. Swisher évacua 40 livres de déchets alimentaires par le TDU épluchure de pommes de terre, miettes de pain, marques de café et arêtes de poisson. Les débris se répandirent sur près d'un quart de mille de surface océanique, formant une traînée visible. Puis le Barbe plongea à 300 pieds et vira de 180 degrés, s'éloignant directement du champ de débris. Les destroyers japonais détectèrent les déchets flottants en moins de 12 minutes. Leurs veilleurs le signalèrent immédiatement et les 2 escorteurs virèrent vers la traînée, exactement comme le prescrivait la doctrine.
Ils supposèrent que le Barbe fuyait en plongée sur un cap prolongeant la traînée de déchets. Ils entamèrent un bombardement agressif aux charges de profondeur, larguant des charges de type 95 réglées pour exploser à 200 et 300 pieds. Le Barbe se trouvait à 3000 de là, évoluant perpendiculairement à la position attendue, à 06h12, tandis que les deux destroyers japonais pilonnaient un océan vide. Floquet ramena le Barbe à la profondeur du périscope et positionna le sous-marin à 800 yards sur le travers bâbord du convoi. Les navires marchands avaient poursuivi leur route, convaincus que leurs escorteurs géraient la menace sous-marine. Floquet tira 6 torpilles, en salve 2 sur le cargo de tête, 2 sur le pétrolier en deuxième position et 2 sur le troisième navire marchand. Les torpilles, marque 14, filèrent à 46 nœuds, couvrant la distance en 38 secondes. 4 torpilles frappèrent leur cible. Le cargo de tête, un navire de 7000 tonnes, nommé Kongomaru, se brisa en 2 et coula en 4 minutes. Le pétrolier Kiyohamaru s'embrasa lorsque le carburant d'aviation s'enflamma sur le pont. Le troisième navire reçut une torpille dans la salle des machines et perdit toute propulsion immobilisée en pleine mer. Les destroyers japonais comprirent immédiatement leur erreur. Ils abandonnèrent le schéma de charge de profondeur et foncèrent vers le convoi, mais le Barbe avait déjà plongé à 350 pieds et filait vers l'est à 7 nœuds. Swisher évacua une nouvelle cargaison de déchets, cette fois dans la direction opposée au cap réel du Barbe. Les destroyers repérèrent les débris et attaquèrent cette position. Le Barbe s'échappa sans qu'aucune charge de profondeur n'explose suffisamment près pour secouer l'équipage. Le capitaine Floquet rédigea un rapport d'après-action détaillé décrivant la tactique. Il l'appela « Déploiement de débris de fausses pistes ». Le bureau du renseignement de la force sous-marine de l'US Navy l'examina, en reconnut immédiatement le potentiel et en transmit des copies au commandement naval allié. L'amirauté britannique le reçut le 2 avril 1943. Le commandant Walker le lut 4 jours plus tard. Il se montra sceptique. La tactique semblait trop simple, trop évidente. Mais il s'était déjà trompé auparavant, et la bataille de l'Atlantique était en train d'être perdue. Il ordonna à ses frégates d'emporter des sacs de déchets alimentaires, pain, légumes, tout ce qui pouvait flotter stocké dans les cuisines pour un emploi tactique. Le 14 avril 1943, le HMS Starling rencontra une meute de U-boot à l'ouest de l'Irlande. Walker décida de tester l'innovation de Swisher en combat réel. Les résultats seraient analysés par l'amirauté pendant la décennie suivante. La mise en œuvre tactique de Walker était plus sophistiquée que l'expérience initiale de Floquet. Les frégates britanniques faisaient face à plusieurs sous-marins, opérant de manière coordonnée et non à une cible isolée. Les débris devaient tromper simultanément plusieurs commandants de U-boot, tout en créant des opportunités de contre-attaque. À 13h40, le 14 avril, le HMS Starling Wren et Woodpecker, le groupe d'escorte de Walker, maintenaient un contact sonar sur 3 U-boots déployés en ligne de patrouille. Les sous-marins tentèrent de tendre une embuscade au convoi HX-234 qui approchait de l'ouest avec 42 navires marchands. La tactique standard exigeait que les escortes attaquent chaque contact successivement, pendant que le convoi changeait de cap pour éviter la meute. Walker ordonna autre chose. Le Starling s'approcha du contact le plus au nord, identifié plus tard, comme l'U-191 à 15 nœuds, tandis que l'équipage jetait 60 livres de miettes de pain d'épluchures de pommes de terre et de déchets végétaux par bâbord.
Les débris s'étalèrent sur un demi-mille de surface océanique, clairement visible depuis les avions qui tournaient au-dessus. Puis le Starling vira brutalement à tribord et réduisit sa vitesse à 8 nœuds, naviguant parallèlement à son cap initial, mais décalé de 1200 yards. Le commandant de l'U-191, l'Oberleutnant zur See Helmut Fiedler, observa le champ de débris à travers son périscope. Son journal de guerre, récupéré dans les archives navales allemandes après la guerre, consigna son analyse « Destroyer visible à 2000 mètres, déchets alimentaires, et eau indiquent un équipage se préparant à une poursuite prolongée. L'ennemi s'attend à une longue chasse. Je vais plonger à 150 mètres et attendre que l'escorte épuise ses charges de profondeur avant de reprendre la position d'attaque. » Fiedler exécuta exactement ce que Walker avait anticipé. L'U-191 plongea à 500 pieds et ralentit à 3 nœuds, naviguant en silence, tandis que le Starling semblait poursuivre la traînée de débris. La doctrine allemande appelait cette manœuvre Untertauchen und warten, plonger profondément et attendre. Selon les analyses de l'amirauté britannique, elle avait fonctionné dans 87 cas sur 100. Mais Walker ne poursuivait pas les débris. À 13h58, le Wren se positionna directement au-dessus de la position estimée de l'U-191, calculée grâce au suivi sonar. Le commandant du U-boot se croyait hors de portée de détection. Il se trompait. Un nouvel équipement sonar, le type 147B, permettait de suivre des cibles jusqu'à 700 pieds dans des conditions favorables. Le Wren lança une salve complète de mortiers anti-sous-marins, Hedgehog 24 bombes, disposées en cercle chacune, contenant 35 livres d'explosifs Torpex avec des détonateurs à contact. 7 bombes frappèrent la coque résistante de l'U-191. Le sous-marin se disloqua à 480 pieds de profondeur. Les 49 membres d'équipage furent tués instantanément. Il n'y eut ni remontée à la surface, ni possibilité d'évacuation. Les 2 autres U-boots de la meute entendirent les explosions. Leurs commandants supposèrent immédiatement que les Britanniques avaient mis au point de nouvelles charges de profondeur capables de plonger très bas. Ils abandonnèrent leur position d'attaque et descendirent à la profondeur maximale 750 pieds, où ils se croyaient en sécurité. C'était exactement ce que Walker avait prévu. À profondeur maximale, un U-boot ne pouvait avancer qu'à 4 nœuds au maximum. Il devenait pratiquement une cible immobile. Ses commandants ne pouvaient pas observer l'activité en surface par périscope, ni manœuvrer agressivement sans risquer l'effondrement de la coque, ni faire surface pour vérifier la situation sans s'exposer à une attaque immédiate. Le Starling et le Woodpecker se positionnèrent au-dessus des emplacements estimés et exécutèrent une attaque coordonnée, baptisée Opération, observant une nouvelle doctrine, tactique, développée spécifiquement contre les sous-marins, évoluant en grande profondeur. Ils larguèrent des charges de profondeur, Mark 7, réglées pour exploser à 700 pieds, formant un dispositif en caisson qui rendait l'évasion presque impossible. L'U-634 fut détruit à 14h42. L'U-415 fut gravement endommagé et contraint de faire surface, où le canon de 4 pouces du Woodpecker mit en pièces le kiosque. Le U-boot coula avec 38 hommes d'équipage. 6 survivants furent récupérés. 3 sous-marins détruits en 74 minutes. Le convoi HX-234 traversa la zone de patrouille sans perdre un seul navire marchand. La révélation tactique fut profonde. Les débris ne se contentaient pas de tromper les commandants ennemis, ils les forçaient à adopter des comportements prévisibles exploitables. Les U-boots plongeaient profondément pour éviter ce qu'ils croyaient être des poursuites agressives en surface. Une fois en grande profondeur, ils devenaient vulnérables
à des attaques coordonnées qu'ils ne voyaient pas venir. L'Amirauté diffusa le rapport tactique de Walker à tous les commandants de groupes d'escorte dès le 22 avril 1943. Le document désigné « Bulletin tactique de lutte anti-sous-marine 1743 » décrivait le déploiement de champs de débris comme une création de fausses pistes et détaillait des procédures spécifiques pour des attaques coordonnées contre des sous-marins évoluant en profondeur. Les résultats transformèrent la bataille de l'Atlantique. En avril 1943, les escortes alliées coulèrent 15 U-boots. En mai, elles en détruisirent 41, le total mensuel le plus élevé de toute la guerre. L'amiral Dönitz appela cette période le Mai noir et retira temporairement les U-boots des routes de convoi de l'Atlantique Nord. Le ratio de pertes s'inversa pour chaque navire marchand. Alliés coulés, 3 U-boots étaient détruits. Armand Swisher ne reçut jamais de reconnaissance officielle pour son innovation. Il était un torpilleur affecté aux cuisines, non un officier tactique, mais le capitaine Fluckey veilla à ce que la contribution de Swisher figure dans les rapports officiels. Après la guerre, Fluckey écrivit que l'innovation tactique la plus significative, à bord du Barbe, venait d'un homme du rang censé faire frire des œufs par révolutionner la guerre navale. La carrière du commandant Walker s'acheva tragiquement. Le 9 juillet 1944, alors qu'il commandait le HMS Starling lors d'opérations anti-sous-marines à l'ouest de l'Irlande, Walker s'effondra victime d'une thrombose cérébrale provoquée par l'épuisement. Il était en mer depuis 34 mois consécutifs, dirigeant des opérations d'escorte sans congé prolongé. Il mourut le soir même à l'âge de 48 ans. La Royal Navy l'inhuma en mer avec les honneurs militaires. Ces tactiques auraient sauvé environ 300 navires marchands et 10 000 marins alliés. L'influence à long terme des tactiques de fausses pistes dépassa la Seconde Guerre mondiale. La doctrine moderne de la guerre sous-marine intègre la tromperie comme un élément fondamental. Les sous-marins soviétiques de la guerre froide déployèrent des systèmes de leurre sophistiqués, générateurs de bruit, générateurs de bulles paillettes métalliques pour créer de fausses signatures sonars. Les sous-marins américains développèrent le simulateur mobile de sous-marins, Mark 70, MOSS, un dispositif en forme de torpille imitant la signature acoustique d'un sous-marin de classe Los Angeles. Le principe resta inchangé, faire croire à l'ennemi que vous êtes là, où vous n'êtes pas. Les commandants de U-boot allemands ne s'adaptèrent jamais complètement aux tactiques de fausses pistes. Les interrogatoires d'après-guerre révélèrent que la plupart continuaient d'associer les débris de surface à des positions réelles de sous-marins. Le capitaine-lieutenant Herbert Wöhrer, qui commandait l'U-415 et survécut à la guerre, écrivit dans ses mémoires « Nous étions entraînés à chasser les convois, pas à nous demander si des restes de nourriture flottant dans l'Atlantique étaient réels ou une tromperie délibérée. Le jour où nous avons compris que les Britanniques nous mentaient avec des déchets, nous avions déjà perdu la plupart de nos commandants expérimentés. » Les historiens navals estiment que les tactiques de fausses pistes, combinées à l'amélioration du sonar à l'aviation à long rayon d'action et au décryptage d'Enigma, furent responsables d'environ 180 destructions de U-boats entre avril 1943 et la fin de la guerre. L'amiral Dönitz perdit au total 630 sous-marins durant le conflit. 28,5% de ces pertes survinrent après la diffusion des tactiques de fausses pistes aux groupes d'escorte alliés. Cette histoire enseigne une leçon essentielle sur l'innovation militaire. Les évolutions tactiques les plus efficaces proviennent souvent du personnel subalterne, de ceux qui observent des schémas que les officiers ne remarquent pas.
Swisher n'avait pas été formé à la doctrine de la lutte anti-sous-marine. Il s'est simplement aperçu que le moment où les déchets étaient évacués coïncidait avec le comportement de l'ennemi, et il a eu l'initiative de le signaler à un commandant disposé à écouter. Parfois, le membre d'équipage le plus précieux à bord d'un navire de guerre n'est pas celui qui porte le plus de décorations, mais celui qui se demande pourquoi les choses se produisent de la manière dont elles se produisent. L'histoire militaire célèbre la supériorité technologique, les radars, les machines de décryptage, les avions à long rayon d'action qui ont fait basculer la bataille de l'Atlantique. Ces innovations ont compté. Elles ont sauvé des milliers de vies et des millions de tonnes de tonnage. Mais un cuisinier, jetant des épluchures de pommes de terre par-dessus bord, a compté tout autant. Le génie ne résidait pas dans la tromperie elle-même. Les êtres humains utilisent de fausses pistes depuis que les chasseurs préhistoriques ont appris à masquer leur odeur. Le génie fut de comprendre que la doctrine ennemie, la discipline tactique allemande, l'adhésion rigide à des procédures d'évasion éprouvées, pouvait être transformée d'une force en une vulnérabilité mortelle. Les commandants de U-Boot appliquaient des procédures qui avaient fonctionné des centaines de fois. Ces mêmes procédures les condamnèrent une fois que les Britanniques en eurent compris le schéma. L'innovation n'exige pas toujours des programmes de recherche à plusieurs milliards ou des années de développement. Parfois, elle nécessite une seule personne attentive à ce que tout le monde ignore et un commandant prêt à tester une idée qui paraît ridicule. Armand Swisher était censé faire cuire des œufs et laver la vaisselle. À la place, il observait des motifs de débris et posait des questions dérangeantes. Le commandant Walker était censé suivre la doctrine anti-sous-marine établie. Il lut pourtant un rapport venu du théâtre du Pacifique et décida d'expérimenter avec des déchets flottants. 60 livres de miettes de pain et d'épluchures de légumes. 3 U-Boots détruits en 74 minutes. Les équations de la guerre sous-marine furent définitivement modifiées. Parfois, l'arme la plus sophistiquée du combat naval n'est pas la technologie. C'est la capacité de regarder des ordures et d'y voir une opportunité tactique. Si cette histoire vous a autant fasciné que moi lors de mes recherches, je vous serais reconnaissant d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il existe des dizaines d'autres histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale qui méritent d'être racontées, et je vous en proposerai une nouvelle chaque semaine. Que devrais-je aborder ensuite? Davantage de guerre sous-marine ou repartir vers les cieux?